Librairie à Stendhal. Les rencontres de la Librairie française de Rome. Je m'assois 2 minutes pour présenter et remercier Sophie Vanish d'être présente parmi nous. Je remercie aussi Sacha Blondeau qui a été à l'initiative de l'invitation. Sophie était en conférence hier soir à la Villa Médicis. Alors ce soir, on a choisi un autre format. Alors évidemment un peu plus centré sur les livres puisqu'on est dans une librairie. Une présentation de tes derniers 2 ouvrages. Il y a un lien entre les deux et Sophie va nous l'expliquer dans l'intention. Et l'idée, c'est que peut-être présenter une petite boîte à outils pour rentrer dans ces 2 livres et dans l'argumentation globale, pour ensuite laisser la parole au public pour un débat. Je pense qu'on pourra, y compris avec cette idée de qu'est-ce qu'on fait de la Révolution, peut-être réfléchir ensemble aussi à ce qui se passe aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Sophie. Merci beaucoup, merci à vous, merci à Sacha Blondeau, merci à Marie-Ève Venturino. Et donc je vais essayer de vous parler de ces 2 livres assez vite, de manière à plutôt discuter ensemble que d'écouter une conférence, parce que voilà, peut-être c'est mieux de parler des livres à plusieurs que toute seule, surtout quand il s'agit des siens. Alors, les 2 livres, en fait, que j'ai choisis avec Marie-Ève, c'est donc La longue patience du peuple, qui est paru en 2008, et La Révolution française n'est pas un mythe, qui est paru en 2017. Et je vais commencer par celui de 2017 parce qu'il est un peu un bilan théorique sur le travail d'histoire que j'ai tenté de mener depuis le bicentenaire de la Révolution française, avec le sentiment que le trajet de travail qui avait été le mien me permettait de comprendre ce qui était dans le brouillard, on pourrait dire, quand j'étais étudiante ou quand on était en plein bicentenaire. Et ce qui était dans le brouillard pour moi, c'était le type d'alliance que je pouvais observer, ou de mésalliance, entre ce que je pourrais appeler le courant althusserien d'histoire de la Révolution française, qui était à la fois inscrit du côté de la Sorbonne, et donc pour moi du côté gauche, et qui défendait une certaine conception sociale et populaire de la Révolution française, et le courant de François Furet, qui avait affirmé la Révolution française est terminée et la Révolution française est devenue un objet froid, ce qui voulait dire qu'elle n'avait plus de rôle à jouer dans la vie contemporaine, car l'ensemble de la société en avait fait un héritage qui était apaisé, et que ce n'était donc plus un enjeu pour se qualifier politiquement. C'est ça que voulait dire la Révolution française est terminée, et ce n'était plus un enjeu pour se former comme citoyen. Ce qui avait partie liée avec le désir qui avait émergé dès les années 60 de désidéologiser et de dépolitiser l'ensemble des sciences humaines et sociales. On avait également l'idée de la mort de l'homme dans l'expression de Michel Foucault, de la dissolution de l'homme dans l'expression de Lévi-Strauss, au profit d'une conception beaucoup plus scientifique des dites sciences humaines. Donc on quittait les humanités et la philosophie au profit des sciences, avec le mot fort sur sciences humaines. Et il se trouve que ça a joué un rôle extrêmement important, parce que François Furet fait partie vraiment des gens qui ont été enthousiastes à cette idée de désidéologiser l'histoire, en particulier dans un article important en 67. Et quand il prend en charge une certaine histoire de la Révolution française, c'est pour mener à bien ce projet de désidéologiser l'histoire de la Révolution française, qui a été à ce moment-là qualifié pour ce groupement d'historiens d'une capacité à faire de l'histoire critique. Et donc l'histoire critique était supposée être une histoire apolitique, aidéologique, et capable de fabriquer des savoirs qui seraient non situés dans le temps, puisqu'ils seraient des vraies sciences. Voilà. Alors, évidemment, je vois Richard Figuier, que je salue, parce que c'est mon premier éditeur du premier livre que j'ai fait chez Albin Michel. On va pouvoir discuter qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer des sciences humaines, et qu'est-ce qu'une vraie science pour les sciences humaines, puisqu'évidemment, ça ne sera jamais la même chose que les sciences naturelles, même si c'était l'enjeu pour Lévi-Strauss, qui voulait inclure les sciences humaines dans les sciences naturelles, dans les sciences ordinaires. Et donc, cet enjeu,
a produit des effets importants dans l'histoire de la Révolution française, parce qu'au moment du bicentenaire, du coup, on a deux camps qui sont vraiment opposés. Un qui est fortement disqualifié comme dépassé, un peu obsolète même, qui serait marxiste, humaniste et d'histoire sociale, qui est celui de la Sorbonne. Et puis le camp qui est considéré comme le camp de l'histoire critique, qui est moderne, qui est intelligent, qui comprend enfin ce qu'est la Révolution française, et qui est l'historiographie du côté Furet. L'effet que ça a, c'est que la Révolution française, dans sa dimension populaire et émeutière, disparaît de la visibilité sociale, et quand ça ne disparaît pas, c'est pour être disqualifié. Et dans l'expression de François Furet, il s'agit d'un dérapage. Et tout ce qui est dit à ce moment-là, c'est que la Révolution française, finalement, a été un importun pathétique, parce que les transformations nécessaires auraient eu lieu de toute manière, du fait de l'alliance des nobles libéraux et de la bourgeoisie. Et que du coup les transformations importantes de la société auraient été accomplies, et finalement l'irruption populaire n'a été qu'un moment qui a fait perdre du temps sur le plan économique, sur le plan des institutions, enfin sur beaucoup de plans. Et donc ce qui était manqué, c'était l'idée que peut-être on pouvait pas se passer malgré tout, quand on prétendait passer de la souveraineté monarchique à la souveraineté nationale, de ce peuple qui est quand même dans les articles de la Constitution, celui pour qui on fait une nouvelle Constitution et qui doit être l'acteur même de cette Constitution. Donc j'étais dans l'héritage de cette question. Quand, après ma thèse qui portait sur la notion d'étranger, j'ai décidé de travailler sur les émotions. Et en travaillant sur les émotions, j'étais dans la conviction qu'il fallait travailler sur les émotions pour revaloriser la figure populaire en tant qu'elle avait été dévalorisée parce qu'elle était porteuse d'émotions. Émotions au double sens du XVIIIe siècle, mais pas simple, enfin de toute la modernité, d'émeutes, les émotions populaires, c'est les émeutes populaires, mais c'est aussi les sentiments, les affects, les joies, les enthousiasmes, les colères, tout le registre émotionnel qui peut exister. Et donc, il y avait là la possibilité à la fois de prendre au sérieux cette question des sentiments, cette question du sensible, et de dire qu'on pourrait la trouver dans l'archive, et donc ne plus considérer que faire l'histoire de la Révolution française, c'était seulement faire l'histoire des discours tels qu'ils se donnaient pour produire une nouvelle conception du droit et des rapports sociaux. Et donc, pour moi, il y avait donc la nécessité de retourner dans l'archive pour y déceler toute cette question des rapports sensibles et toute cette question des dynamiques d'émotions qui pouvaient traverser le peuple. Et il me semblait, après avoir fait une enquête plus large, que le moment entre la fuite du roi et la mort du roi était un moment particulièrement important, parce qu'il était le moment, évidemment, d'un décilement pour le mouvement populaire qui aimait encore son roi, malgré tout, qui comptait dessus, qui croyait à ses serments, et finalement une répression très féroce au moment où ce peuple se manifeste pour réclamer que le roi soit jugé, et la répression féroce, c'est celle qui a lieu le 17 juillet 91, dans la fusillade du Champ de Mars. Et après cette répression, la manière dont le mouvement populaire en France, pas simplement à Paris, mais en France, invente un mode du politique, un régime du politique, à la fois très subtil, très raffiné, et qui cherche constamment à retenir la violence. Et retenir la violence, ça passait par à la fois un usage très important de la tentative de rentrer en dialogue, de se faire entendre par les assemblées, l'Assemblée nationale constituante puis l'Assemblée législative, de se faire entendre du pouvoir exécutif, de se faire entendre à différents degrés. On envoie des adresses et pétitions constamment pour se faire entendre, mais aussi savoir retenir la violence dans les manifestations, par un usage particulier du rythme, de la musique, de la danse et de la capacité à mettre des corps en mouvement qui sont à la fois ardents mais qui sont conscients des dangers de la violence. En tant que si la violence se déchaîne,
eh bien, on a peut-être plus à y perdre qu'à y gagner. Et donc, un désir constamment exprimé de ne pas laisser la violence se déchaîner. Et ne pas laisser la violence se déchaîner, c'est constamment réclamer qu'elle soit retenue, et le réclamer auprès des siens, sur un mode qui peut être « retenez-moi ou je vais faire un malheur », mais cette expression populaire « retenez-moi ou je vais faire un malheur », elle est très intéressante. Et ça peut être auprès aussi des institutions, donnez-nous des lois qui nous permettent de retenir la violence, ou donnez-nous des conditions de vie qui permettent de retenir la violence. Et donc il y a une espèce de débat constant avec les lieux du pouvoir de la période pour réfléchir à cette manière de pouvoir faire avancer la révolution, se faire entendre, mais ne pas être dans une violence exacerbée. Et donc, ce que je constatais, c'est que cette demande elle était récurrente, constante, de toutes sortes de manières, et qu'elle n'était pas accueillie, et que, dans une certaine mesure, il fallait renverser l'image qu'on avait d'un peuple violent, parce que doué d'émotions. C'était l'inverse. C'était un peuple plutôt non violent parce que doué d'émotions, mais que les émotions qu'il aimait avoir, c'était les émotions de la fête. Et la fusillade du Champ de Mars a lieu à un moment où on fait une pétition sur un mode festif. On organise des pique-niques au Champ de Mars et on a une pétition sur l'autel de la Patrie. Et ça finit dans un bain de sang parce qu'on déclare la loi martiale, alors que les gens étaient venus sans armes et sans bâtons, et qu'il y a un art de la politique par le pique-nique. Voilà. Donc il y a quelque chose de très intéressant de voir qu'il y a des formes voulues par cette souveraineté populaire qui n'ont pas été accueillies. Et de ce fait, eh bien, il y a quelque chose qui monte d'une colère et d'une affirmation, parce que entre le moment où on a été fusillé au Champ de Mars en 91 et le 10 août 92 où on prend les Tuileries, il y a la conviction que si on n'est pas entendu, on sera obligé, acculé de porter les armes. Et j'ai voulu montrer comment le peuple avait été acculé et comment, de ce fait, la République était née dans un moment de grande tension, alors qu'elle aurait pu naître comme le souhaitaient les Jacobins, c'est-à-dire en changeant un article de la Constitution. Voilà. Et donc il y a quelque chose de la puissance de la loi qui reste extrêmement importante pour les révolutionnaires, mais il se trouve qu'ils font l'expérience qu'on ne peut pas transformer la loi sans instruire un rapport de force, et ils font l'expérience d'une manière très coûteuse, et elle est coûteuse évidemment au Champ de Mars, elle est coûteuse après aussi, mais ils ont une mémoire très vive de la nécessité de devoir franchir à certaines occasions le Rubicon de la violence pour pouvoir obtenir des transformations qui mènent au respect simplement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, donc les deux livres se font écho parce que, évidemment, moi, dans le premier, c'est pas mon premier livre, mais dans ce livre-là, je répondais intuitivement au tout début de mon travail au CNRS en 95. Quand je voulais travailler sur les émotions, c'était pour travailler sur les émotions populaires, et j'ai travaillé sur différents types d'émotions, sur les émotions de la terreur. Quand je fais ce livre-là, c'est vraiment pour travailler sur la question du peuple qui avait été absentée par l'école de François Furet. Et quand je travaille sur ce livre-là, c'est pour faire un point sur où j'en suis et qu'est-ce que j'ai compris. Et au point où je suis rendue, en fait, je n'ai pas pu m'y rendre seule. Quand j'ai confié ce livre à Miguel Abinsour et à sa collection critique de la politique, il m'a demandé « Mais comment se fait-il que vous n'utilisiez jamais Jean-Paul Sartre ?» Alors je lui dis je ne sais pas, pourquoi faudrait-il que j'utilise Jean-Paul Sartre ? Il me dit quand même, il a beaucoup travaillé sur la Révolution française et dans la critique de la raison dialectique, vous devriez regarder, c'est intéressant. Il y a eu un grand débat avec Lévi-Strauss, je pense que ça va vous intéresser. Et donc j'ai été incitée par Miguel Abinsour à aller regarder des choses que je n'aurais pas regardées seule, car dans une formation d'historienne à la Sorbonne, on parlait jamais de Jean-Paul Sartre, ni même des débats qui avaient animé les années 60. On était dans les débats des années 80, et les années 60, finalement, étaient un peu passées sous silence. Et donc, c'est en travaillant un peu à l'incitation donc, de Miguel Abinsour et de Michel Caille sur la critique de la raison dialectique que j'ai compris, dans une certaine mesure, que j'étais sartrienne sans le savoir, mais bon, ça c'est pas très grave, et que je répondais en fait à ceux qui avaient forclos la pensée dialectique en la retrouvant
par l'archive et par un désir qui ne m'est pas propre, mais qui n'est pas si répandu que ça en histoire, c'est de considérer que le travail qu'on fait en historien, il s'ancre dans nos désirs du présent, nos désirs de compréhension du présent. Et que si on fait le passage de la ligne du temps et qu'on va visiter les morts, c'est pas par goût de ce qui est mort, c'est par goût de ce qui est vivant, pour ramener des choses vers les vivants en disant voilà, les bons conseils de nos bons fantômes sont ceux-là, et peut-être que c'est intéressant de se poser les questions un tout petit peu différemment pour enrichir notre questionnaire et peut-être trouver des réponses, non plus en tant qu'historien, mais en tant que citoyen, qui soient un peu différentes. Donc là, les retrouvailles, je dirais, théoriques, épistémologiques, elles sont faites à ce moment-là. Mais depuis le premier livre, je travaille dans ce rapport passé-présent à partir de l'expérience épistémologique de Nicole Laureau, qui apparaît du coup à la fin de ce livre, parce que je pense que Nicole Laureau, quand elle met en place l'éloge de l'anachronisme, elle est quand même imprégnée de la question marxiste. Elle a quand même fait sa thèse sur l'idéologie à Athènes. Et cette question de l'idéologie, c'est une des grandes questions marxistes. Et je pense qu'elle fait ce passage des temps dans un rapport dialectique qu'elle réimpose sur un autre mode. Ce qui me permet de comprendre aussi la grande résistance du champ historien à l'anachronisme en histoire. Voilà. Mais je crois que ce soir, on va peut-être justement parler de cet anachronisme en histoire, parce que l'annonce de cette soirée s'est faite sous couvert des images des Gilets jaunes. Et comme vous savez, ils ont énormément utilisé la dramaturgie de la Révolution française, les énoncés de la Révolution française et la référence à la Révolution française. Certains, comme Alain Minck, ont trouvé ça ridicule, d'autres ont trouvé que c'était intéressant tant que ça n'était pas référé à des partis politiques. En tout cas, il y a quelque chose à interroger sur la compétence des Gilets jaunes à connaître leur révolution, alors qu'elle n'est plus vraiment enseignée de manière sérieuse aujourd'hui dans les écoles et dans les lycées. Voilà, merci. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la Librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.